suis Bernard-Victor Delvaux, je suis anesthésiste à Quincy-sous-Sénard. Je vais vous parler d'un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qu'on n'a pas l'habitude d'exposer dans ce genre d'événement. Quelle sédation pour quel bloc? Et puis évidemment l'intérêt des nouvelles technologies au service de ça. Alors déjà, le mot sédation, déjà c'est mal parti. Moi j'aurais plutôt mis quelle expérience pour quel bloc. Pourquoi devons-nous absolument sédater un patient? Pourquoi faut-il absolument qu'il soit sédaté? Ce qui compte, c'est que l'expérience se passe bien. C'est qu'il en finalement, excusez-moi, je ne veux pas faire le grand papa. Mais la vie, c'est difficile et ils vont passer par un moment difficile et c'est à nous d'encadrer, d'arrondir les angles en fait pour l'expérience. Et il n'y a pas que la sédation pour ça. Alors évidemment, notre zone de confort, c'est ça. Notre zone de confort, ce sont les médicaments. Un tout petit mot sur les trois grandes classes qu'on utilise, les benzodiazépines, essentiellement le midazolam, les opiacés, sufentanil, alfentanil, rémifentanil, et la kétamine, drogue merveilleuse, mais à utiliser avec précaution. Je vais dire un petit mot des trois, et puis je reviendrai après quand je parlerai d'hypnose, à laquelle je suis formé et que je pratique très régulièrement en fait. Le midazolam, c'est vraiment le médicament qu'on dégaine vraiment très facilement pour arrondir les angles. C'est super, ça marche bien. Sachez une chose, c'est que le midazolam gomme en quelque sorte la mémoire explicite, mais ne gomme pas la mémoire implicite. C'est-à-dire, si vous voulez, si par exemple le patient se trouve là et que Dédé et Jean-Pierre, les deux sanguins de l'équipe, commencent à se prendre le nez et à s'insulter pour je ne sais pas, comme ils font à peu près une fois par semaine, pour je ne sais pas quel détail, et que ça commence à chauffer et que ça se passe en face du patient, avec le midazolam, ils ne se rappelleront pas ce qu'ils ont dit, ils ne se rappelleront pas que c'était Dédé et Jean-Pierre. Par contre, il y aura une espèce d'impression de malaise, de mauvaise expérience qui, elle, va rester. Ça ne se gomme pas. Sachez-le, c'est utile, mais ça gomme vraiment les souvenirs explicites, mais ça n'efface pas tout. C'est important de le savoir. Les opiacés, quant à eux, c'est un peu la drogue neutre. En salle d'ALR, c'est très peu utile, hein, parce que si on met un opiacé, il faut quand même monitorer un petit peu. Du rémifentanil, pourquoi pas? C'est une bonne molécule pour le côté euphorisant, mais il faut quand même, pour moi, c'est plutôt réservé à la salle d'opération. Pour la salle d'ALR, ça n'a pas vraiment sa place. Mais pourquoi pas, finalement, si le patient est... Ça a vraiment l'intérêt de la courte durée d'action. Et la kétamine, drogue merveilleuse qui fait planer. Alors là, c'est vraiment super. Mais à mon sens, il vaut mieux la couper un petit peu avec du midazolam. Sinon, on voit vraiment des éléphants roses. On fait les bad trips, c'est fréquent avec cette molécule. Pour moi, la bonne association, c'est 10 mg de kétamine et 1 mg de midazolam. Mais ça, c'est pas très important. Je vais en reparler plus tard parce que quand je vais parler d'hypnose. Alors justement, voilà. La communication thérapeutique et l'hypnose, c'est la même chose. La communication thérapeutique, c'est le chemin de l'hypnose. Pour moi, c'est vraiment le fondement de cette présentation. C'est la bonne manière de présenter, c'est la bonne manière de parler à nos patients. Parce qu'en fait, il y a vraiment une manière professionnelle. Les professionnels, tels que beaucoup de commerciaux, apprennent ça, et c'est un métier. Il faut savoir qu'on peut parler à nos patients en essayant de les rassurer, et en fait, on peut les enfoncer. C'est tout à fait possible. Je vous ai mis une belle photo, c'est pas moi qui l'ai prise. J'aurais pu, mais c'est pas moi qui l'ai prise. Cette belle photo, c'est pas beau ça? Ça vous fait pas rêver? Vous voyez, quand on n'apprend pas à parler correctement aux patients, en fait, c'est pour illustrer une histoire réelle qui est arrivée à un des orateurs qui va parler plus tard aujourd'hui, et un des plus expérimentés, entre parenthèses, qui un jour a dit à un monsieur qu'il trouvait stressé, pensait à quelque chose, je pense que c'était pour une hernie inguinale en ambulatoire, vraiment l'ASA1 de base, si je peux dire. Pensez à quelque chose d'agréable. Tu as par exemple aux dernières vacances. Et puis le patient s'est endormi et l'intervention se passe très bien. Et en réveil, c'est le cauchemar. Il hurle, il spasme, il doit le rendormir, ce qui ne lui arrive jamais à ce vieux de la vieille. Et en fait, il découvre qu'au cours de ces dernières vacances, ses deux enfants se sont noyés. Et c'est une histoire réelle. Voilà comment, en voulant aider quelqu'un, on lui injecte en 3 mots,
dernière, vacances, un véritable cauchemar. C'était arrivé il y a peut-être 8 ou 10 mois. Voici un exemple magnifique que je ne me lasse pas de répéter, un exemple de la vraie vie. Merci à lui de l'avoir partagé, c'est vraiment très très instructif pour nous tous. Voilà un premier exemple. Alors, c'est ça. Un bel exemple, le contre-exemple de la vie de tous les jours. Pensez-vous que ce monsieur va lui dire « Ça va, c'était pas trop dégueulasse? Vous n'avez pas eu envie de vomir ?» Ou pensez-vous qu'il va lui dire « Est-ce que c'était bon? Est-ce que ça vous a plu ?» Pensez-vous que ce monsieur va dire à cette dame « Alors, heureuse ?» Ou bien est-ce qu'il va lui dire « Ça va, t'es pas trop frustré ?» Vous voyez, eh bien c'est ce qu'on passe notre temps à faire. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé? Vous n'avez pas trop froid? Si vous avez mal, vous me le dites. Hein. Pourquoi? C'est pas qu'enfin, il y a véritablement moyen de parler autrement et ça change l'expérience. Une petite parole peut changer un peu, une suite de petites paroles améliorées peuvent changer beaucoup l'expérience. Voici la seule étude que je vais citer. On a injecté du rémifentanil à des volontaires sains. On faisait des stimuli thermiques standardisés et on a montré que, vous voyez là en haut, le rémifentanil, ça marche en fait. On leur a dit, on a dit aux gens, on va tester un antidouleur. Et vous voyez, en gris, c'est sans rémifentanil, et en noir, donc c'est le VA. Hein. Donc le rémifentanil, ça marche. Super. Au milieu, on leur a dit, on va tester un antidouleur très fort. Il est vraiment très fort, on va faire doucement, parce que c'est vraiment, c'est chaud, il va falloir être prudent. On est là, vous inquiétez pas, ça marche fort. Enfin, on va vraiment bien surveiller parce qu'il marche très fort. Et vous voyez, le VA, il y a une diminution de VA du double en fait. On gagne littéralement 10 points de VA. Et puis, troisième possibilité, on leur a dit, on va tester un antidouleur. C'est toujours la même chose, hein, toujours la même concentration. On leur a dit, on va tester un antidouleur, mais enfin bon, voilà, je ne sais même pas si ça se trouve, c'est tellement dilué qu'il n'y en a pas. Enfin, je crois que franchement, on perd notre temps. Je perds le mien, je perds le vôtre. Excusez-moi, mais bon, je suis obligé parce que je suis payé pour ça. Et voilà. Et voyez, ça ne marche plus. Plus rien, plus aucun effet. Ça illustre une deuxième fois le pouvoir des mots. Vous savez, l'effet placebo, c'est ça aussi. Hein. Une étude scientifique n'est pas valable s'il n'y a pas un groupe contrôle. C'est ça aussi. C'est vraiment reconnu. Alors pourquoi n'utilisons pas? Moi, quand je demande à mes infirmières, quand elles mettent un antidouleur, de dire aux patients, je vous mets un antidouleur fort, si je pense vraiment que c'est vrai. Hein. Jamais de salade aux patients. Mais pourquoi pas l'utiliser? Ça ne mange pas de pain. Et oui, il y avait en plus de la résonance de l'IRM fonctionnelle. Donc on voit qu'en fonction de la manière de parler aux personnes, ce sont les petits ronds dans les cerveaux, où il est écrit HC, PAG, etc. Différentes zones du cerveau s'allument. Je ne sais pas si ça va. Merci. Alors voilà. Quelques mots sur l'hypnose, pas vous former, mais c'est quand même formidable à savoir. L'hypnose, en gros, presque tout est là-dessus. En gros, en très gros, on a deux sortes d'états de conscience. La conscience critique, une sorte d'état de cartésien, froid, qui découpe, qui analyse. C'est un peu normalement l'état dans lequel vous êtes maintenant. On est à peu près d'égal à égal. Voilà, c'est représenté par un livre, vous voyez, qui s'appelle La conscience critique, écrit par M. Georges Poulet. Je ne sais pas si vous pouvez lire. En tout cas, on sait bien que ce n'est pas rigolo. C'est vraiment... c'est carré comme ça. Et puis un autre état, l'état de conscience hypnotique, qu'on appelle la transe, sont les états naturels. Hein. C'est nous, c'est vous et moi toute la journée, qui est plus global, plus onirique, plus vague. Et celui-là, il est connoté. Soit il est positif, soit il est négatif. Soit tout va bien, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est... Oh, je suis amoureux, c'est pas grave, je m'en fous. Ou alors il n'y a rien qui va. Ou alors c'est... franchement, il n'y a rien qui va. Le moindre truc est une montagne. La moindre, vous savez, vous êtes de garde, on vous a appelé 1000 fois, et puis la 1000e fois, on vous appelle pour un petit truc. Et c'est un peu... Il y a 1000 exemples dans la vie de tous les jours, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en général, quand on travaille, on est du côté du livre, en conscience critique. Notre patient, lui, il est en transe négative. On ne peut pas parler à quelqu'un qui est en transe négative
comme à quelqu'un qui est en conscience critique. Ça ne marche pas. Excusez-moi. Pour vous donner un exemple, quand je travaille en salle, une chirurgie, surtout une chirurgie un peu importante, j'aime bien quand le chirurgien m'explique ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire, pourquoi, je ne sais pas moi, les difficultés qu'il rencontre, les variantes, les problèmes, tout ce qui se passe en fait. On communique, on échange, ça permet de mieux comprendre et mieux de s'occuper du patient. Quand c'est moi qui suis sur le fauteuil du dentiste, puisque je ne me fais pas souvent opérer, quand c'est moi qui suis sur le fauteuil du dentiste, je n'ai pas envie qu'il m'explique. Franchement, je veux juste qu'il avance et que ça soit le plus vite fini possible. Vous voyez, c'est une bonne illustration des deux états possibles. C'est vraiment très important. Alors, il existe des tas de techniques, en fait, pour faire passer une séance d'hypnose. En fait, c'est ça, cet état de transe positive qui est provoqué avec l'accord du patient. Parce que si ce n'est pas avec l'accord du patient, ça s'appelle une séance de manipulation, par exemple pour lui vendre quelque chose ou pour le rouler d'une quelconque manière. Si c'est avec l'accord du patient, ça s'appelle une séance d'hypnose. Et en fait, c'est cet état. Et nous, en tant que professionnels de la santé, ça sert peu. C'est peut-être 1% des patients, je ne sais pas. Par contre, l'hypnose conversationnelle, c'est déjà plus fréquent. Et la communication thérapeutique, moi, le fait de me former à l'hypnose a changé ma manière de parler à tous les patients, à 100% des patients. Quand je mets une perfusion, je ne leur dis pas que je pique. Je leur dis j'y vais, ou ça touche, ou je ne sais pas. Vous savez, je vous jure que même le dernier des cons sait qu'une piqûre, ça pique. Ce n'est pas la peine de rajouter une couche, et ainsi de suite. Il y a un tas de phrases qu'on peut changer et qui changent vraiment le vécu des patients. Alors, voilà, petit retour sur les drogues. Quand on veut faire une séance d'hypnose, nous, on est anesthésistes, nous avons accès aux drogues, on peut faire de l'hypnosédation. C'est-à-dire qu'on donne des drogues intraveineuses qui renforcent l'effet de l'hypnose, et l'hypnose renforce l'effet des drogues. Il y a vraiment une potentialisation, je l'ai déjà observé à plusieurs reprises. Le midazolam, ça ne va pas du tout. C'est vraiment j'utilise le midazolam au quotidien, hein. Je ne suis pas un anti-midazolam, et simplement, c'est afin de mieux connaître, je dis ça, afin de mieux connaître les molécules que nous utilisons. Le midazolam est vraiment anti-hypnose. Ça ne permet pas une certaine focalisation de l'esprit pour pouvoir avoir une transe. La kétamine, par contre, c'est la drogue de choix. C'est la drogue de la dissociation, car l'autre composant, donc les deux composants de l'hypnose, c'est d'une part la dissociation. La personne va aller revivre un souvenir qu'elle a choisi. Elle est là loin, là par exemple sur la plage, si la plage c'est agréable pour elle. Donc une partie de moi est là, une partie de moi est ailleurs. Et c'est la sensorialité, c'est-à-dire par les sens. Ce n'est pas que je pense à la plage, c'est que je la revis. Je ressens le vent sur la peau, je ressens le sable sous mes pieds, ou l'eau, etc. Et donc la kétamine, c'est vraiment une drogue dissociative, c'est vraiment le médicament de choix. Les opiacés, eux, sont neutres, conviennent ou conviennent pas, c'est au choix. Voilà le deuxième petit mot sur les molécules qu'on peut utiliser en hypnose. Alors, les nouvelles technologies, bien sûr. Et ça, c'est un dérivé direct de ce dont je parlais tout à l'heure. Ça arrive, pourquoi pas. C'est intéressant, c'est à voir en fait. Plusieurs sociétés, 2 alsaciennes dont HypnoVR, que vous voyez là, et une belge qui s'appelle OnComfort, développent des solutions. En fait, ils proposent des séances d'hypnose, de quelques minutes, de 5, 10, 15, 20, 25 minutes, en réalité virtuelle. C'est le principe, c'est ça, effectivement, j'ai testé à plusieurs reprises. C'est ça, c'est plus ou moins intéressant. Ça dépend si le patient accepte d'être complètement enfermé parce qu'il a un casque, donc il ne voit rien, en fait, ce qui n'est pas forcément très agréable. C'est pas forcément quelque chose qui est facilement accepté, mais ça peut faire partie de notre arsenal thérapeutique. Ça peut remplacer, si on n'est pas formé, une séance d'hypnose ou quelque chose qui s'en approche. Il faut savoir que, pourquoi pas, donc il y a des gens formés à l'hypnose qui ont fait tout un parcours. À mon sens, cela pourra très bien être remplacé par simplement un film, ou je ne sais pas moi, une série ou une application de réalité virtuelle
dans lequel le patient pourrait se balader, tout simplement. Et il n'y aurait pas la sensation d'être enfermé. Ici, c'est durant un bloc. Chez nous, quand on l'utilise, c'est plutôt durant la procédure, alors que le bloc est déjà fait, que le patient quand même aime bien. N'aime pas trop qu'on fasse des choses et qu'on sans absolument rien voir. En plus, quand c'est moi, j'aime bien de parler, j'aime bien de leur montrer l'écran. C'est une belle source de focalisation pour ne pas trop sentir la piqûre. C'est de commenter l'écran si vous le sentez, si vous aimez ça. Ça marche assez bien. La plupart des patients aiment qu'on s'occupe d'eux, entre guillemets, de cette manière. Voilà. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller jusque-là. Il existe une nouvelle technologie qui s'appelle la télévision. Cette photo a été prise par notre cher Franck Eoman l'année passée, en 2018. Ça, c'était un match où la France est devenue champion du monde. C'est l'année passée. Voici dans notre salle d'anesthésie loco-régionale quelques patients en fin de journée qui ont été bloqués, qui ont déjà été bloqués et qui attendent leur tour pour passer, ce sont des urgences mains en fait. Et il y a gros à parier que ceux-là ne sont pas du tout pressés qu'on s'occupe d'eux et qu'on les prenne au bloc opératoire où il n'y a pas. Donc c'est le match de la finale. C'est le match où la France est devenue champion du monde l'année passée. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les nouvelles technologies, on peut s'inspirer de celles qui existent déjà. Les tablettes, les casques, c'est super. Si le patient peut amener sa musique à lui, c'est super aussi. Il existe quelques programmes de détente musicale avec des musiques prévues pour cela. Pourquoi pas? C'est bien, mais c'est pas forcément nécessaire. Si le patient peut amener sa propre musique, c'est peut-être encore mieux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je suis curieux de savoir s'il y a des questions ou des choses qu'on peut changer. Ah oui, je voulais rajouter quelque chose qui est un petit peu plus, qui sort un petit peu, enfin, donc qui est dans le prolongement. La posture que nous avons compte beaucoup. En fait, si on est capable, je ne sais pas moi, de respirer un peu, de se centrer, de se concentrer uniquement sur son travail, ça aide. Quand on pense à 1000 choses, on est agité intérieurement, le patient le ressent. Si on arrive à se calmer un petit peu et à se concentrer uniquement sur ce qu'on fait, automatiquement on se calme et je crois que le patient le ressent également. C'est une petite manière d'aider le patient et de le détendre sans absolument rien faire en étant juste là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je serais très curieux de savoir s'il y a des questions parce que c'est un sujet assez nouveau. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup. Juste une petite question par rapport à la VR, qui est très intéressante. Je voulais juste savoir si vous aviez eu déjà des soucis de réassociation difficiles après une VR, parce que oui, c'est bien si on n'est pas formé à l'hypnose, mais si on a des soucis de réassociation, il faut quand même quelqu'un qui est formé à l'hypnose pour réassocier le patient dans de bonnes conditions, quoi. C'est vrai. Ceux qui nous le vendent disent qu'il n'y a pas de problème. On ne l'a pas observé. On l'a pas observé. Normalement, la séance d'hypnose est faite pour qu'il y ait une sortie. Toute séance d'hypnose, en fait, on va dans l'expérience et puis on en ressort. Pour ceux donc toute porte ouverte doit être fermée. Donc si, par exemple, je sais pas moi, on va sur la plage à la fin de la séance d'hypnose, on retourne, je sais pas moi, si on vient de sa voiture à la plage, qu'on s'installe, etc., à la fin de la séance d'hypnose, il faut qu'on quitte la plage et qu'on retourne à sa voiture. Dans notre expérience, il n'y a pas eu de problème. Ça reste de l'hypnose, c'est de l'hypnose, ça reste, c'est pas non plus une transe très très profonde. C'est une aide, c'est une vraie aide. C'est pas non plus. Nos patients n'évitent pas au-dessus de la table. Est-ce qu'il y a. Bonjour. Comment faites-vous concrètement pour remplacer la question qu'on pose au patient? Est-ce qu'il a mal? Vous dites que c'est une question qui est déjà négative en elle-même. Et comment vous faites au quotidien? Est-ce que ça va? Déjà, vous regardez. On le regarde. Quelqu'un qui a mal, il n'est pas comme ça. Il n'est pas serein. Et puis, on lui demande est-ce que ça va? Tout simplement. Alors, en fait, il faut chercher. Vous voyez, il faut vraiment chercher les petits trucs. Je vous encourage à vous former à l'hypnose si vous pouvez. À mon avis,
mon avis, on devrait... il est bon qu'on ait au moins des notions d'hypnose en tant qu'anesthésiste. Ça devient une technique d'anesthésie. Émergence forme les gens partout. C'est vraiment important, au moins, d'apprendre la communication thérapeutique. Je pense que c'est un gros plus. Il faut vraiment chercher, expérimenter. Moi, j'ai trouvé mes petites phrases qui me plaisent, en fait, que j'aime bien dire, et j'en essaie des nouvelles. Et puis, je vois d'autres qui sont formés à ça. Je dis, ah, ça c'est cool, je prends, etc. Je vois des trucs qui ne marchent pas, je laisse tomber. Voilà. En fait, on se rend compte que quand on apprend la communication thérapeutique, on parle beaucoup moins. On parle beaucoup moins aux patients, et c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus direct. Et franchement, on en fait des tonnes en moins. C'est assez impressionnant. Donc pour ceux qui ne sont pas bavards, formez-vous à la communication thérapeutique. Vous allez pouvoir vous adonner au silence, et pas au silence respectueux, hein, au silence respectueux envers le patient. Juste quelques phrases bien placées au lieu d'un flot d'images. Dans toutes les écoles de théâtre, ils apprennent que quand ils veulent jouer quelqu'un qui a un statut bas, quelqu'un qui a un statut haut, quelqu'un qui a un statut bas, il parle beaucoup. Il en fait des caisses. Quelqu'un qui a un statut haut, il ne s'agit pas de jouer le statut haut avec notre patient. On a déjà le statut haut puisqu'on est docteur, mais le fait de parler beaucoup n'est pas rassurant, n'est pas forcément rassurant. C'est ça que je veux dire, clairement. Moi, j'avais une autre question. Ah, oui. À la réalité virtuelle. Je me demandais, quand vous l'utilisez dans l'anesthésie locale, est-ce qu'il y a un intérêt à prendre un film qui soit un peu raccord avec ce qui se passe? C'est-à-dire, par exemple, pour la détection quand c'est frais, est-ce qu'on garde un film avec un instant de fraîcheur pour garder le patient un peu avec nous, ou il faut qu'il déconnecte complètement de ce qui se passe? Pour moi, c'est... Alors, si vous parlez des logiciels de réalité virtuelle, ou vous parlez d'un film, regarder un film Je me demande s'il faut un film en fait qui n'ait complètement rien à voir, que le patient soit complètement déconnecté, ou si on garde un truc un peu standard, typiquement la plage, où quand on fait la détection, on dit ça va être frais. Je crois qu'il faut lui laisser le choix. Hein. Rappelez-vous la plage, rappelez-vous l'expérience, il vaut mieux lui laisser le choix, c'est toujours mieux. Et effectivement, il faut trouver une manière de communiquer. Donc typiquement, s'ils ont le casque, machin, qui sont couverts, une main, je sais pas moi, une main sur le pied ou sur la jambe pour avertir, une main sur l'épaule, dire et un minimum, je sais pas moi, ça va être frais ou un peu fort, c'est tout. Deux, trois repères en fait, et laisser le choix. Ce que le patient veut, mettons-nous à sa place en fait. Moi, si j'étais opéré, je voudrais juste que ça aille vite. Et me sentir bien, en fait. Peu importe. Moi, je pense que, quelle que soit la technique, quel que soit le choix du patient, en fait, c'est bon pour autant que ça le... Bon, peut-être pas un film d'horreur, hein, peut-être pas regarder Saw, peut-être pas ça. Hein. Peut-être faut mettre un petit cadre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question par rapport au processus d'hypnose et d'acceptation de l'hypnose par les patients. Oui. On nous a appris souvent qu'il fallait voir le patient avant, voire faire même des consultations avant pour le préparer. Est-ce que vous, dans votre centre, vous faites ça, ou en consultation d'anesthésie, vous prenez un peu de temps pour lui expliquer, ou est-ce que rien qu'avec des phrases sur le tas, si je puis dire, ça marche quand même? Alors ici, il s'agissait de communication thérapeutique, donc pas d'hypnose. C'est le chemin de l'hypnose. Mais ce n'est pas une véritable séance d'hypnose, ce n'est pas une transformelle. S'il y a une vraie transformelle, effectivement, il vaut mieux que ça soit convenu en consultation avec quelqu'un qui leur explique comment ça se passe, avec une feuille d'information, etc. etc. Hein. Oui, absolument, ça se prépare normalement. Absolument. Ok. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir. Merci de votre attention.